Le berger s'en alla déçu et bien décidé à ne plus jamais croire aux songes. Il se rappela qu'il avait diverses choses à faire. Il alla donc chercher de quoi manger, échangea son livre contre un autre, plus gros, et s'en fut s'asseoir sur un banc de la place pour goûter à loisir le vin nouveau qu'il avait acheté. C'était une journée chaude, et le vin, par un de ces mystères insondables comme il y en a, parvenait à le rafraîchir un peu. Ses moutons se trouvaient à l'entrée de la ville, dans l'étable d'un nouvel ami qui s'était fait. Il connaissait beaucoup de monde dans ces parages, et c'était bien pourquoi il aimait tant voyager. On arrive toujours à se faire de nouveaux amis, sans avoir besoin de rester avec eux jour après jour. Lorsqu'on voit toujours les mêmes personnes, comme c'était le cas au séminaire, on en vient à considérer qu'ils font partie de notre vie. Et alors, puisqu'ils font partie de notre vie, ils finissent par vouloir transformer notre vie. Et s'ils ne sont pas tels qu'ils souhaiteraient nous voir, les voilà mécontentes. Car tout le monde croit savoir exactement comment nous devrions vivre. Mais personne ne sait jamais comment il doit lui-même vivre sa propre vie. Un peu comme la bonne femme des rêves, qui ne savait pas les transformer en réalité. Et décida d'attendre que le soleil baisse un peu, avant de repartir dans la campagne avec ses brebis. Dans 3 jours, il allait revoir la fille du commerçant. Il commença à lire le livre que lui avait procuré le curé de Tarifa. C'était un volume épais. Dès la première page, il y était question d'un enterrement. En outre, les noms des personnages étaient extrêmement compliqués. Si jamais il lui arrivait un jour d'écrire un livre, pensa-t-il, il introduirait les personnages un à un pour éviter au lecteur d'avoir à apprendre leurs noms par cœur, tous à la fois. Alors qu'il arrivait à se concentrer un peu sur sa lecture, et c'était bien agréable, car il y avait un enterrement dans la neige, ce qui lui donnait une sensation de fraîcheur sous ce soleil brûlant. Un vieil homme vint s'asseoir à côté de lui et engagea la conversation. « Que font ces gens ?» demanda le vieillard, en désignant les passants sur la place. « Ils travaillent, » répondit le berger, sèchement. Il fit semblant d'être absorbé par ce qu'il disait. En réalité, il songeait qu'il allait tendre ses brebis devant la fille du commerçant, et qu'elle serait à même de constater qu'il pouvait faire des choses bien intéressantes. Il avait déjà imaginé cette scène des dizaines de fois. Et toujours il voyait la jeune fille s'émerveiller quand il commençait à lui expliquer que les moutons doivent être tendus de l'arrière vers l'avant. Il tâchait aussi de se rappeler quelques bonnes histoires à lui raconter de temps en temps dans les bêtes. C'était pour la plupart des histoires qu'il avait lues dans des livres, mais il les raconterait comme s'il les avait vécues lui-même. Il ne saurait jamais la différence puisqu'il ne savait pas lire dans les livres. Le vieillard insista cependant. Il raconta qu'il était fatigué, qu'il avait soif et demanda à boire une gorgée de vin. Le garçon offrit sa bouteille, peut-être l'autre allait-il le laisser tranquille. Mais le vieil homme voulait absolument bavarder. Il demanda au berger ce qu'était le livre qu'il était en train de lire. Celui-ci pensa se montrer grossier et changer le bon, mais son père lui avait appris à respecter les personnes âgées. Alors il tendit le bouquin au vieux bonhomme pour 2 raisons. La première était qu'il se trouvait bien incapable de prononcer le titre. Et la seconde, c'était que, si le vieux ne savait pas lire, c'était lui qui allait changer de banc, pour ne pas se sentir humilié. Fit le vieillard, en examinant le volume sur toutes ses faces, comme si c'eût été un objet bizarre. C'est un livre important, mais fort ennuyeux. Le berger fut bien surpris. Ainsi le bonhomme savait lire. Lui aussi avait déjà lu
ce livre-là. Et si c'était un ouvrage ennuyeux, comme il l'affirmait, il était encore temps de le changer pour un autre. C'est un livre qui parle de la même chose que presque tous les livres, poursuivit le vieillard. De l'incapacité des gens à choisir leur propre destin. Et pour finir, il laisse croire à la plus grande imposture du monde. Et quelle est donc la plus grande imposture du monde ? Demanda le jeune homme surpris. La voici. À un moment donné de notre existence, nous perdons la maîtrise de notre vie, qui se trouve dès lors gouvernée par le destin. C'est là qu'est la plus grande imposture du monde. Pour moi, cela ne s'est pas passé de cette façon, dit le jeune homme. On voulait faire de moi un prêtre et j'ai décidé d'être berger. C'est mieux ainsi, dit le vieillard, parce que tu aimes voyager. Il a deviné mes pensées, se dit Santiago. Pendant ce temps, le vieux feuilletait le gros livre, sans la moindre intention de le rendre. Le berger remarquait qu'il était habillé d'étranges façons. Il avait l'air d'un arabe, ce qui n'était pas si extraordinaire dans la région. L'Afrique se trouvait à quelques heures seulement de Talifa. Il n'y avait qu'à traverser le petit détroit en bateau. Très souvent, des Arabes venus faire des emplettes apparaissent en ville, et on les voyait prier de bien curieuses façons plusieurs fois par jour. D'où est-ce que vous faites ? demanda-t-il. De bien des endroits. Personne ne peut être de plusieurs endroits, dit le garçon. Moi, je suis berger, je peux me trouver en différents endroits, mais je suis originaire d'un seul, une ville proche d'un très vieux château. C'est là que je suis né. Alors disons que je suis né à Salem. Le berger ne savait pas où se trouvait Salem, mais ne voulut pas poser de questions pour ne pas se sentir humilié du fait de sa propre ignorance. Il continua à regarder la place pendant un moment. Les gens allaient et venaient et paraissaient fort affairés. « Comment est-ce à Salem ?» demanda-t-il enfin, cherchant un indice quelconque. « Comme toujours, depuis toujours. » Ce n'était pas vraiment un indice, du moins savait-il que Salem n'était pas en Andalousie. Sinon, il aurait connu cette ville. « Et qu'est-ce que vous faites à Salem ?»« Ce que je fais à Salem ?» Pour la première fois, le vieillard éclata d'un grand rire. « Mais je suis le roi de Salem, quelle question !» Les gens disent de bien drôles de choses. Quelquefois, il vaut mieux vivre avec les brebis qui sont muettes et se contentent de chercher de la nourriture et de l'eau. Ou alors avec les livres qui racontent des histoires incroyables quand on a envie d'en entendre. Mais quand on parle avec les gens, ceux-ci vous disent certaines choses qui font qu'on reste sans savoir comment poursuivre la conversation. Je m'appelle Melchisedec, dit le vieil homme. Combien as-tu de moutons ? Ce qu'il faut, répondit le berger. Le vieux voulait en savoir un peu trop sur sa vie. Alors nous avons un problème. Je ne peux pas t'aider tant que tu penses avoir ce qu'il te faut de moutons. Le garçon commença à éprouver un certain agacement. Il ne demandait aucune aide. C'était le vieux qui lui avait demandé du vin, qui avait voulu bavarder, qui s'était intéressé à son livre. « Rendez-moi ce livre, dit-il. Il faut que j'aille chercher mes moutons et que je continue ma route. » Donne-moi 1 sur 10, dit le vieillard, et je t'apprendrai comment faire pour parvenir jusqu'au trésor caché. Le jeune homme se ressouvint alors de son rêve et soudain tout devint clair. La vieille ne lui avait rien fait payer, mais ce vieux, qui était peut-être son mari, allait réussir à lui soutirer bien davantage
en échange d'un renseignement qui ne correspondait à aucune réalité. Ce devait être un gitan lui aussi. Cependant, avant même qu'il n'eût dit le moindre mot, le vieil homme se baissa, ramassa un brindille et se mit à écrire sur le sable de la place. Au moment où il se baissa, quelque chose brillait sur sa poitrine, avec une telle intensité que le garçon en fut presque aveuglé. Mais d'un geste étonnant, rapide pour un homme de son âge, il s'empressa de refermer son manteau sur son torse. Les yeux du garçon cessèrent d'être éblouis et il put voir distinctement ce que le vieil homme était en train d'écrire. Sur le sable de la place principale de la petite ville, il lut le nom de son père et celui de sa mère. Il lut l'histoire de sa vie jusqu'à cet instant, les jeux de son enfance, les nuits froides du séminaire. Il lut des choses qu'il n'avait jamais racontées à personne, comme cette fois il avait dérobé l'arme de son père pour aller chasser des chevreuils ou sa première expérience sexuelle solitaire. « Je suis le roi de Salem », avait dit le vieillard. « Pourquoi un roi bavard-il avec un berger ?» demanda le jeune homme, gêné et plongé dans le plus grand étonnement. « Il y a plusieurs raisons à cela, mais disons que la plus importante est que tu as été capable d'accomplir ta légende personnelle. » Le jeune homme ne savait pas ce que voulait dire légende personnelle. « C'est ce que tu as toujours souhaité faire. » Chacun de nous, en sa prime jeunesse, sait qu'il est sa légende personnelle. À cette époque-là de la vie, tout est clair, tout est possible. On n'a pas peur de rêver et de souhaiter tout ce qu'on aimerait faire de sa vie. Cependant, à mesure que le temps s'écoule, une force mystérieuse commence à essayer de prouver qu'il est impossible de réaliser sa légende personnelle. Ce que disait le vieil homme n'avait pas grand sens pour le jeune homme. Mais il voulait savoir ce qui étaient ces forces mystérieuses. La fille du commerçant allait en rester bouche bée. Ce sont des forces qui semblent mauvaises, mais qui en réalité t'apprennent comment réaliser ta légende personnelle. Ce sont elles qui préparent ton esprit, ta volonté, car il y a une grande vérité en ce monde, qui, que tu sois et quoi que tu fasses, lorsque tu veux vraiment quelque chose, c'est que ce désir est né dans l'âme de l'univers. C'est ta mission sur la terre. Même si on a seulement envie de voyager, ou bien d'épouser la fille d'un négociant en tissu, ou de chercher un trésor, l'âme du monde sonnerait du bonheur des gens, ou de leur malheur, de leur envie, de la jalousie. Accomplir sa légende personnelle est la seule et unique obligation des hommes. Tout n'est qu'une seule chose. Et quand tu veux quelque chose, tout l'univers conspire à te permettre de réaliser ton désir. Ils gardèrent le silence pendant un moment, à observer la place et les passants. Le vieux fut le premier à reprendre la parole. « Pourquoi gardes-tu des moutons ?»« Parce que j'aime voyager. » Il montra un marchand de pop-corn avec sa carriole rouge dans un coin de la place. Cet homme aussi a toujours voulu voyager quand il était enfant, mais il a préféré acheter une petite carriole pour vendre du pop-corn, amasser de l'argent durant des années. Quand il sera vieux, il ira passer un mois en Afrique. Il n'a jamais compris qu'on a toujours la possibilité de faire ce qu'on en rêve. Il aurait dû choisir d'être berger, pensa le jeune homme à haute voix. Il y a bien pensé, dit le vieillard, mais les marchands de pop-corn sont de plus grands personnages que les bergers. Les marchands de pop-corn ont un toit de eux, tandis que les bergers dorment à la belle étoile.
Les gens préfèrent marier leurs filles à des marchands de pop-corn plutôt qu'à des bergers. Le jeune homme sentit un pincement au cœur en pensant à la fille du commerçant. Dans la ville où il vivait, il y avait sûrement un marchand de pop-corn. Pour finir, ce que les gens pensent des marchands de pop-corn et des bergers devint plus important pour eux que la légende personnelle. Le vieillard feuilleta le livre et s'amusa à en lire une page. Le berger attendit un peu et l'interrompit de la même façon qu'il avait été interrompu par lui. « Pourquoi me dites-vous ces choses ? Parce que tu essaies de vivre ta légende personnelle et que tu es sur le point d'y renoncer. Et vous apparaissez toujours dans ces moments-là ? Pas toujours sous cette forme, mais je n'y ai jamais manqué. Parfois, j'apparais sous la forme d'une bonne idée, d'une façon de sortir d'affaires. D'autres fois, un instant crucial, je fais en sorte que les choses deviennent plus faciles. Et ainsi de suite, mais la plupart des gens ne remarquent rien. Il raconta que la semaine précédente, il avait été obligé d'apparaître à un prospecteur sous la forme d'une pierre. L'homme avait tout abandonné pour partir à la recherche d'émeraudes. 5 années durant, il avait travaillé le long d'une rivière et avait cassé 999 999 pierres pour tenter de trouver une émeraude. À ce moment-là, il pensa renoncer. Il ne manquait alors qu'une pierre, une seule pierre, pour qu'il découvrît son émeraude. Comme c'était un homme qui avait misé sur sa légende personnelle, le vieillard décida d'intervenir. Il se métamorphosa en une pierre qui roula aux pieds du prospecteur. Sous le coup de la colère, celui-ci, se sentant frustré par les 5 années perdues, lança cette pierre au loin. Mais il la jeta avec une telle violence qu'il alla frapper une autre pierre qui se brisa, révélant la plus belle émeraude du monde. Les gens apprennent très tôt leur raison de vivre, dit le vieillard, dans les yeux une certaine amertume. C'est peut-être pour cette raison même qu'ils renoncent aussitôt, mais ainsi voit le monde. Le jeune homme se souvint alors que la conversation avait eu pour point de départ de trésors cachés. Les trésors sont déterrés par le torrent qui coule et enterrés par cette même montée des eaux, dit le vieillard. Si tu veux en savoir davantage sur ton trésor, tu devras me céder 1/10 de ton troupeau. Un dixième du trésor ne ferait pas l'affaire ? Le vieillard se montra déçu. Si tu t'en vas en me promettant ce que tu ne possèdes pas encore, tu perdras l'envie de l'obtenir. Le berger lui dit alors qu'il avait promis 1/10 du trésor à la gitane. Les gitanes sont malins, soupira le vieux. De toute façon, il est bon pour toi d'apprendre que dans la vie, tout a un prix. C'est là ce que les guerriers de la lumière tentent d'enseigner. Il rendit son livre au jeune homme. Demain, à cette même heure, tu m'amèneras 1/10 de ton troupeau. Je t'indiquerai comment réussir à trouver le trésor caché. Allez, bonsoir. Et il disparut par l'un des angles de la place. Le jeune homme essayait de reprendre sa lecture, mais n'arrive plus à se concentrer. Il était excité, tendu, car il savait que le vieillard disait vrai. Il alla trouver le marchand ambulant et lui acheta un sac de pop-corn.
tout en se demandant s'il devait ou non lui raconter ce qu'y avait dit le vieil homme. « Il vaut parfois mieux laisser les choses comme ils sont, pensa-t-il. Il ne dit rien. S'il avait parlé, le marchand aurait passé 3 jours à réfléchir pour savoir s'il allait tout laisser là, mais il était déjà bien habitué à sa petite carriole. Il pouvait pas épargner cette incertitude douloureuse. Il commença à errer par la ville et descendit jusqu'au port. Il y avait là un petit bâtiment avec une sorte de fenêtre à laquelle les gens venaient acheter des billets. L'Égypte, cela se trouvait en Afrique. « Vous désirez ?» demanda l'employé du guichet. « Demain peut-être, » répondit-il en s'éloignant. En vendant une seule de ses brebis, il pourrait passer de l'autre côté du détroit. Cette idée l'effrayait. « Encore un rêveur ?» dit le guichetier à son collègue, tandis que le jeune homme s'éloignait. Il n'y a pas de quoi payer son voyage. Alors qu'il était devant le guichet, il avait pensé à ses brebis et eut peur d'aller les retrouver. Au cours de ces 2 années, il avait tout appris de l'élevage des moutons. Il savait tendre, prendre soin des brebis pleines, protéger son troupeau contre les loups. Il connaissait tous les champs et pâturages d'Andalousie, connaissait le juste prix d'achat et de vente de chacune de ses bêtes. Il décida de retourner jusqu'à l'étable de son ami par le chemin le plus long. La ville avait aussi un château, et il voulut gravir la rampe empierrée et aller s'asseoir sur la muraille. De là-haut, il pouvait apercevoir l'Afrique. Quelqu'un lui avait expliqué une fois que c'était par là qu'étaient arrivés les Maures, qui avaient si longtemps occupé presque toute l'Espagne. Il détestait les Maures, c'était eux qui avaient amené les Gitans. D'en haut, il pouvait également voir la majeure partie de la ville, y compris la place où il avait bavardé avec le vieux bonhomme. « Maudite soit l'heure où j'ai rencontré ce vieux, » pensa-t-il. Il était simplement allé trouver une femme capable d'interpréter les songes. Ni cette femme, ni ce vieillard n'accordaient la moindre importance au fait qu'il était un berger. C'étaient des solitaires qui ne croyaient plus en rien dans la vie. Ils ne comprenaient pas que les bergers finissent par s'attacher à leurs bêtes. Il connaissait à fond chacune d'elles. Il savait que s'il y en avait une qui boitait, laquelle devait mettre bas 2 mois plus tard, qu'elles étaient les plus paresseuses. Il savait aussi les tendre et les abattre. Si jamais ils décidaient de partir, ils allaient souffrir. Le vent se mit à souffler. Ce vent, il le connaissait. On l'appelait le levant, car c'était avec ce vent-là qu'étaient venus les ordres des infidèles. Avant de connaître Tarifa, il n'avait jamais imaginé que l'Afrique fût si proche, ce qui constituait un grave danger. Les Maures, M-A-U-R-E-S, pouvaient à nouveau envahir le pays. Le levant se mit à souffler plus fort. « Me voici entre mes brebis et le trésor, » pensait-il. Il devait se décider, choisir entre quelque chose à quoi il s'était habitué, quelque chose qu'il aimerait bien avoir. Il y avait aussi la fille du commerçant, mais il n'avait pas la même importance que les brebis, car il ne dépendait pas de lui. La certitude lui vint que, s'il ne les revoyait pas le surlendemain, la jeune fille n'y prendrait même pas garde. Pour elle, tous les jours étaient semblables. Et quand tous les jours sont ainsi semblables les uns aux autres, c'est que les gens ont cessé de s'apercevoir des bonnes choses
qui se présentent dans leur vie tant que le soleil traverse le ciel. J'ai quitté mon père, ma mère, le château de la ville où je suis né. Ici sans fée, et je me suis fait. Les brebis aussi se feront bien à mon absence, se dit-il. De là-haut, il observa la place. Le marchand ambulant continuait à vendre son pop-corn. Un jeune couple vint s'asseoir sur le banc où il était resté à bavarder avec le vieil homme. Ils échangèrent un lent baiser. Le marchand de pop-corn, murmura-t-il, pour lui-même sans terminer la phrase, car le vent s'est mis à souffler plus fort, et il le sentit sur son visage. Il amenait les morts, sans doute, mais il apportait aussi l'odeur du désert et des femmes voilées. Il apportait la sueur et les songes des hommes qui étaient un jour partis en quête de l'inconnu, en quête d'or, d'aventure et de pyramides. Le jeune homme se prit à envier la liberté du vent et comprit qu'il pourrait être comme lui. Rien ne l'empêchait sinon lui-même. Les brebis, la fille du commerçant, les champs d'Andalousie, ce n'étaient que les étapes de sa légende personnelle.